La bombe atomique aurait été inventée dans les années 40. En 1945, les États-Unis auraient lâché une bombe atomique sur Hiroshima. En fait, il ne s'agissait pas d'une bombe atomique, mais de milliers de bombes incendiaires. Les spécialistes trouveront certainement quelques erreurs parmi les arguments qui sont développés, mais il y a suffisamment d'incohérences, de trucages flagrants et d'impossibilités pour comprendre que la bombe atomique n'existe pas. Une fumée est toujours composée de carbone sous forme de monoxyde de carbone CO, de dioxyde de carbone CO2, de dioxyde de soufre SO2, de dioxyde d'azote NO2 et de différents imbrûlés provenant de la matière qui explose ou se consume. Or, dans la matière fissile de leur soi-disant bombe atomique, il n'y a pas un seul atome de carbone, ni de soufre, ni d'azote. Pas un. Il n'y a que des atomes d'uranium ou de plutonium qui se divisent en deux pour former des atomes plus petits et plus légers. C'est pour ça qu'une réaction nucléaire ne produit jamais de fumée. D'ailleurs, la réaction de fission avec de l'uranium dans les centrales nucléaires ne produit aucune fumée, alors que c'est exactement la même réaction, en plus lent, que dans une bombe atomique. La fumée qui s'échappe de ces cheminées ne vient pas de la fission de l'uranium, c'est la fumée de condensation provenant du circuit d'eau faisant tourner des générateurs électriques. Ce n'est que de la vapeur d'eau, sans aucun rayonnement radioactif, sans aucun atome d'uranium. L'uranium ne peut pas s'enflammer, sauf s'il est sous forme métallique et sous forme de poudre très fine. C'est un système qui est utilisé pour des munitions modernes, destinées à perforer le métal des blindages. Or, dans une bombe atomique, l'uranium n'est pas du tout sous forme de poudre fine, au contraire, puisque la masse d'uranium doit être la plus compacte possible. Donc d'où pourrait provenir cette énorme quantité de fumée? Selon certains, cette fumée proviendrait de l'azote de l'atmosphère qui a été transformé en carbone 14. C'est ce même processus qui fournirait le carbone dans les champignons atomiques. Mais puisque toutes les bombes atomiques fonctionnent de la même façon, alors tous les champignons atomiques devraient produire une fumée de couleur franchement noire, puisque le carbone est noir. Comment se fait-il que sur ces photos, on a des champignons atomiques qui peuvent être blancs, rouges, voire oranges? D'autres affirment que cette fumée provient du carbone contenu dans l'air, mais la proportion du carbone atmosphérique n'est que de 0,037%. Selon d'autres encore, ce serait parce qu'avec la chaleur très élevée, l'azote et l'oxygène dans l'atmosphère se sont recombinés entre eux pour former des composés azotés et principalement du dioxyde d'azote de couleur brun-orange. C'est principalement ce gaz qui forme la pollution sur les villes. Donc si la fumée d'une explosion atomique provenait de la réaction de l'azote de l'atmosphère avec l'oxygène, alors toutes les explosions atomiques devraient montrer un champignon de couleur brun-orangé. Or, plusieurs champignons atomiques ont une couleur franchement noire. La fumée ne provient donc pas de la recombinaison de l'azote atmosphérique avec l'oxygène de l'air. Donc encore une fois, d'où vient toute cette fumée? Elle ne pourrait pas provenir de la végétation au sol qui aurait brûlé et aurait été aspirée avec la chaleur vers le ciel. La majorité des essais d'explosion soi-disant atomiques ont eu lieu dans un désert où il n'y a que des cactus et aucune végétation. La fumée ne pourrait pas non plus provenir de la poussière du sol qui a été soulevée, puisqu'avec la puissance du souffle, cette poussière devait être poussée sur les côtés à des centaines de mètres avant d'être aspirée vers le haut et de monter à la verticale. Or on ne voit jamais ceci. On voit immédiatement après l'explosion apparaître une énorme masse de fumée compacte qui s'élève dans l'atmosphère. De plus, on voit bien que le champignon n'est pas constitué de poussière, il s'agit bien d'une épaisse fumée provenant d'une réaction chimique contenant du carbone. De plus, lors d'une explosion, la poussière, qui est quand même assez lourde, retombe rapidement au sol. Jamais elle ne monte à plusieurs kilomètres d'altitude, sauf dans le cas des volcans. Mais un volcan est des milliers de fois plus puissant qu'une bombe atomique. Et de plus, un volcan envoie de la matière brûlante dans l'atmosphère pendant des journées, voire pendant des mois. Une explosion atomique ne durerait qu'une fraction de seconde. Et surtout, la température de la soi-disant explosion atomique dépasse les 1 million de degrés. Donc toute la poussière devait être immédiatement vaporisée. Le champignon atomique d'Hiroshima serait monté à une altitude de 17 km. Si on considère qu'il mesurait 100 mètres de diamètre, certainement beaucoup plus, cela fait un volume de plus de 100 millions de mètres cubes.
la fumée pesant environ 3 kg par mètre cube, il faut savoir que l'air autour de nous pèse 1 kg par mètre cube, cela correspondrait à une masse de 400 millions de kilos, 400 000 tonnes, ce qui correspondrait à un cratère de 300 mètres de large sur 2 mètres de profondeur. Or, les photos du point zéro d'Hiroshima ne montrent aucun cratère. Une réaction de fission atomique produit une lumière bleue caractéristique. Donc, lors d'une explosion atomique, on devrait aussi voir un intense flash bleu. Pour terminer, il faut savoir que moins de 2% de l'uranium présent dans la bombe atomique aurait subi la réaction en chaîne, soit environ 1 kg, soit le volume d'une grosse noix, parce que l'uranium est très lourd. Et donc un volume aussi petit pourrait produire les gigantesques explosions que l'on montre avec autant de fumée. Si une explosion atomique existait, il n'y aurait qu'un flash intense d'énergie pure, comme un soleil, mais en aucun cas cela formerait un champignon de fumée. Voici une série de photos montrant des explosions atomiques, des explosions classiques. Vous remarquerez les mêmes couleurs jaunes orangées, la même épaisse fumée noire prouvant la présence de carbone, les mêmes champignons de gaz et de fumée, typiques de toute explosion d'une certaine importance. Comment se fait-il que les explosions atomiques montrent exactement les mêmes effets que les explosions classiques, alors que la matière utilisée et la réaction sont totalement différents? Une réaction atomique ne peut pas produire une boule de feu comme on le voit sur ces images, puisqu'il s'agit d'une réaction en chaîne où les atomes se divisent. Alors que dans une explosion classique, les molécules présentes dans la matière explosive se décomposent et les atomes se recombinent entre eux et avec l'air environnant pour former une boule de gaz qui s'enflamme. Ces photos montrent en fait que les soi-disant explosions atomiques sont typiquement des explosions avec des réactifs classiques, TNT ou explosifs à base de napalm. Wow. You okay, buddy? L'analyse des témoignages des premiers soi-disant tests atomiques prouve bien que ces explosions n'avaient rien d'atomique. Le 13 février 1960, la France a effectué un soi-disant essai nucléaire lors de l'opération Gerboise bleue en Algérie, encore française. Le test était dans le désert du Sahara, donc dans une zone où il n'y avait que du sable, pas un seul arbre. La bombe est installée sur une tour de 70 mètres de hauteur. Et un journaliste présent sur le site décrit ce qu'il voit. Écoutez bien. La boule de feu est immense. Elle vacille, on dirait qu'elle cherche son équilibre. Un pilier de fumée bouillonnante noire se dresse. On a l'impression d'un dépôt de pétrole qui brûle. Le journaliste dit bien, on a l'impression d'un dépôt de pétrole qui brûle. Comment est-ce que la fumée d'une explosion atomique pourrait avoir l'aspect d'un dépôt de pétrole qui brûle? Le militaire Roland Weil et 3 autres conscrits se rendent au point zéro 1 heure juste après l'explosion pour effectuer des prélèvements et planter le drapeau français au centre du cratère. Étonnant, l'essai Gerboise bleue était 4 fois plus puissant que la bombe atomique d'Hiroshima qui aurait tué immédiatement 70 000 personnes. Mais là, ces militaires vont 1 heure après l'explosion sur le point zéro sans ressentir aucune radioactivité. Ils auraient dû être au moins victimes de maux de tête, de nausées, de malaise, voire de brûlures. Pourtant, Roland Weil n'en parle pas et commande ceci. En arrivant à une centaine de mètres du point zéro, on ne pouvait plus rouler sur la route en bitume. Elle était toute fondue par la chaleur. On a continué à pied. Une grande cuvette était formée. C'était tout noir comme du cirage, noir et brillant, comme de la glace. Sur le point zéro, nous avions les pieds qui s'enfonçaient dans le sable, qui était chaud et noir. Il craquait sous nos pieds, comme si nous marchions sur du verre. Vous trouverez ces infos dans le livre Les vétérans des essais nucléaires au Sahara de Christine Chanton. En aucun cas, une explosion atomique ne peut transformer du sable en une masse noire et brillante. Si le sable subit une chaleur intense, il sera vitrifié et gardera sa couleur d'origine. On trouve parfois dans le désert du sable qui a été vitrifié par la foudre. Il a subi une température de plusieurs milliers de degrés, mais jamais il ne prend l'aspect du cirage, puisque pour avoir cette couleur noire, il faut nécessairement du carbone. Or on a vu qu'il n'y a pas un seul atome de carbone dans une bombe atomique. Encore une preuve que les soi-disant bombes atomiques contiennent un explosif avec beaucoup de carbone,
TNT, napalm ou fuel, mais certainement pas de l'uranium. إذا المرء لا يرعاك إلا تكلفا فدعه ولا تكثر عليه التأسفا ففي الناس أبدال وفي وكقلب